Ok, donc bonjour tout le monde. C'est un peu effrayant, vous êtes beaucoup aujourd'hui. D'habitude, il y a moins de monde que ça, mais on va essayer de survivre. J'ai failli mourir en arrivant, ça a été un peu compliqué. Je suis légèrement fatigué, mais ça va bien se passer. Donc je suis très heureux d'être là ce soir à Paris.js pour vous parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, et ce sont les structures de données. Donc comme on est à Paris.js, on va plutôt parler de comment est-ce qu'on fait les structures de données en JavaScript tout en restant performant. Donc c'est un talk qui est à la fois sur les structures de données, les algorithmes, et plus globalement la performance, et comment est-ce qu'on fait de la performance en JavaScript quand on a besoin de développer des algorithmes compliqués. Voilà. Donc, qui je suis bonjour tout le monde, je suis Guillaume Plic. Donc si jamais vous me cherchez sur internet, j'ai un alias débile qui s'appelle Youngie the Real. C'est une erreur d'adolescence, mais c'est comme ça qu'on me trouve sur GitHub et Twitter. Et je vous laisse deviner pourquoi c'est comme ça, c'est facile. Et du coup, je travaille aujourd'hui comme ingénieur de recherche dans un laboratoire de sciences humaines à Sciences Po, qui s'appelle le Media Lab, et qui est un laboratoire dont le but est de croiser en fait trois profils distincts, c'est-à-dire des designers, des ingénieurs et des chercheurs en sciences humaines, pour faire de la science innovante et outiller les sciences humaines avec des outils un peu plus récents que la CP et le tableur Excel. Voilà pour moi. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est qu'une structure de données? Donc juste avant de commencer, j'aimerais bien que les gens qui savent ce que c'est qu'une structure de données lèvent la main. Quand même. Voilà. La question maintenant c'est est-ce que des gens ici ont déjà implémenté des structures de données? Ouais, quand même pas mal. Donc, juste pour un rappel pour les autres, une structure de données c'est quoi? C'est juste une manière d'organiser la mémoire de manière à pouvoir poser des questions de manière efficace. Ça va être comment est-ce que j'organise par exemple mes clés et mes valeurs dans la mémoire vive pour être capable de poser la question « Bonjour, est-ce que tu possèdes telle clé ?» ou « Quelle est la valeur attachée à quelle clé ?» Et ce, dans un temps relativement efficace. Mais on va en reparler après. Voilà, donc pour commencer, j'aimerais juste revenir sur cette espèce de cliché un peu débile qu'on trouve assez souvent sur Internet, qui dirait que le développement web, le JavaScript, tout ça, c'est pas vraiment de la vraie programmation pour hardcore programmeurs de la mort. C'est globalement assez stupide. Et vous allez trouver aussi des variantes de ça qui disent que c'est très très facile, le développement web, et qu'on n'a pas vraiment besoin de structure de données en JavaScript parce qu'on fait des choses qui sont soit simples, soit triviales, soit vraiment vraiment débiles. Donc je pense insulter tout le monde en disant ça ici, donc globalement c'est complètement faux. Je pense que vous êtes tous conscients ici que le développement web c'est quand même de la vraie programmation et que du coup on a besoin parfois, oui, de structures de données et on utilise des structures de données au quotidien. Voilà, donc maintenant on va se poser une question très simple. Vous faites tous du JavaScript, donc vous manipulez tous des arrays, des objets, des maps, des sets. La question c'est est-ce qu'on n'a pas déjà des structures de données satisfaisantes en JavaScript et que du coup on n'a pas vraiment besoin de s'intéresser aux structures de données. Elles existent déjà, elles sont très pratiques. Donc les plus connus ce sont les arrays, vous avez une liste d'objets. Vous avez des objets qui parfois dans d'autres langages sont appelés des hashmaps, des dictionnaires qui sont des associations clés-valeurs. Et aujourd'hui, depuis le S6, et depuis maintenant, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a la map ES6 et le set ES6. Le set ES6, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une map dans laquelle on ne s'intéresse pas aux valeurs, on cherche juste à savoir si la clé existe dans le dictionnaire. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît ça. Voilà. Et ça, ce sont les structures de données qu'on va retrouver dans la plupart des langages haut niveau aujourd'hui et qui sont omniprésents. Vous savez tous les manipuler, elles font partie de votre quotidien. Ce sont des structures de données extrêmement efficaces et utiles. Donc la question c'est, est-ce qu'on a besoin de plus que ça? Donc évidemment, si je pensais que la réponse était non, je ne serais pas là pour en parler. Donc oui, on a besoin d'autres structures de données en JavaScript parfois. Il y a deux cas d'usage typiques, et on va les voir ensemble. Le premier, c'est que des fois, il est possible de concevoir une structure de données qui va vous aider parce qu'elle est pratique. Pourquoi? Parce qu'elle va encapsuler des comportements qui vont être très répétitifs et que vous n'avez pas envie de réécrire à chaque fois que vous les faites. Et aussi pour faire ce qu'on appelle du bookkeeping, c'est-à-dire tracer des références, assurer que des liens existent, etc. Mais on va prendre un exemple très simple qui s'appelle le multiset. Le multiset, c'est ni plus ni moins qu'un set qui peut avoir plusieurs fois la même clé. Voilà, c'est un mot un peu compliqué qui vient du Java et il s'appelle un peu parce que voilà, il y a un multiset. Mais globalement, c'est ni plus ni moins qu'un compteur. Donc imaginez un objet, un JavaScript, dans lequel on essaye de compter le nombre de fois qu'une clé apparaît. Donc vous avez par exemple 3 fois la clé A, 4 fois la clé B, 5 fois la clé C, etc. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est par exemple de trouver quelles sont les 10 clés les plus utilisées, etc. C'est très pratique, par exemple, si vous voulez faire de la lexicométrie dans votre texte, vous voulez juste compter quel est le mot qui apparaît le plus de fois ou les 10 mots qui apparaissent le plus de fois. Donc si vous codez ça en JavaScript à l'ancienne, sans utiliser une structure dédiée, qu'on appellerait un multiset, vous allez en général faire un truc comme ça. Vous allez itérer sur des choses, par exemple des mots dans un texte,
Et vous allez faire une condition un peu bizarre qui dit est-ce que le mot il existe dans mon compteur. S'il n'existe pas, je vais initialiser cette clé et lui donner une valeur par défaut, là en l'occurrence 0. Et ensuite, je vais incrémenter cette valeur. Il y a plein d'approches différentes pour faire la même chose, mais ça peut devenir relativement assez verbeux, et je ne sais pas pour les gens qui ont déjà écrit ce genre de choses, au bout d'un moment, ça devient un peu ennuyeux et relou. Voilà. Donc, un multiset, ça serait une data structure, une structure de données qu'on va implémenter nous-mêmes, pour simplifier ce cas d'usage en encapsulant cette logique-là. Donc là, vous avez un exemple ici avec un multiset, c'est-à-dire que j'ai ce set-là, je vais itérer sur mes tokens, les ajouter dedans, et ça va faire exactement la même chose. Donc je m'abstrais ce niveau de complexité qui est est-ce que le truc existe dedans, est-ce qu'il faut que je l'ajoute et que je l'initialise, etc. Donc ça, c'est un premier exemple de pourquoi est-ce qu'on ferait une structure de données custom en JS pour répondre à un problème qui, donc, là, n'est pas un problème de performance, mais vraiment un problème de je n'ai pas envie de m'emmerder à recoder la même chose à chaque fois. C'est ni plus ni moins qu'une espèce de fonction glorifiée, hein, globalement. Un autre exemple que vous pourrez connaître parce qu'il est assez courant, c'est l'exemple du réseau. Est-ce que des gens ici se sont déjà amusés à implémenter un réseau ou à utiliser un réseau dans leur code? Donc un réseau, c'est quoi? C'est pas très compliqué, c'est juste une manière de considérer l'information de manière assez simple. Vous avez des nœuds, qui peuvent être n'importe quoi, par exemple des gens dans la salle, et vous allez tracer des liens entre ces nœuds. Voilà, et ça va former un réseau. Et ces liens, ils peuvent être de n'importe quelle nature. Ça peut être des liens d'amitié, des liens de connaissances, de vous travailler ensemble, etc. C'est un objet qui est très pratique pour modéliser des informations complexes. Voilà, c'est juste que si vous essayez d'implémenter vous-même un graphe, et vous pouvez le faire, c'est pas très compliqué. En réalité, il faut juste des arrêts et des objets, et vous pouvez implémenter un graphe. Si vous voulez que ça soit efficace, que ça soit pratique et rapide, ça va être un peu plus compliqué que ça. Donc c'est un truc qui a l'air facile, mais qui ne l'est pas complètement. Comment est-ce que vous allez, par exemple, lister les nœuds qui sont liés à un autre? Est-ce que ça va être une liste? Est-ce que ça va être un ensemble? Est-ce que vous allez faire des dictionnaires qui se croisent? Enfin, il y a plein de manières de le faire, et c'est assez relou. Donc la question c'est est-ce qu'on ne pourrait pas coder un truc pour nous aider à faire ça de manière un peu plus transparente? Voilà. Et donc là, par exemple, vous avez un exemple de la librairie que je développe qui s'appelle Graphology, qui implémente des graphes de manière efficace en JavaScript. Et donc là, vous allez en fait formuler des questions qui sont beaucoup plus proches de l'objet cognitif que vous manipulez. Plutôt que par exemple d'itérer sur des objets et dans des sous-objets et dans des sous-listes pour savoir quels sont les nœuds qui sont liés à un autre, vous allez directement utiliser des méthodes qui disent s'il te plaît, donne-moi tous les voisins de mon nœud. C'est beaucoup plus facile cognitivement pour vous de le faire et vous n'avez pas à gérer la complexité de l'indexation mémoire. De la même manière, vous allez pouvoir itérer sur des arcs, sur des nœuds, etc. de manière beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça, c'était le premier intérêt des structures de données custom en JavaScript, c'est-à-dire vous aider à faire votre travail, abstraire des choses, encapsuler des choses, et donc là, de ce point de vue-là, ce ne sont ni plus ni moins que des fonctions. Elles sont un peu plus haut niveau parce qu'elles utilisent des structures de données array et objet, mais globalement, c'est juste une manière d'abstraire ou d'encapsuler du code. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois, les arrays et les objets, c'est bien mignon, mais ça ne suffit pas à résoudre un problème. Donc un exemple assez typique, c'est l'exemple du quad tree. Donc imaginez, vous faites du code JS sur le client et vous affichez des points en canvas. Donc vous créez un canvas et vous affichez des points dans l'espace. Ah, donc à un XY, vous affichez un petit rond. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Maintenant, la question, c'est si jamais vous avez besoin d'avoir des interactions utilisateurs. Si par exemple, moi, je mets ma souris sur ce nœud-là, sur ce rond, j'aimerais savoir que la souris se trouve sur ce rond-là parce que vous allez repeindre le canvas et peut-être ajouter un effet de hover ou faire quelque chose autre part dans le HTML. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, donc l'approche naïve, c'est quoi? C'est vous allez comparer la position de votre souris avec toutes les positions de tous les nœuds qui ont été rendus. Si vous faites ça, ça va vite ralentir, parce que là vous avez, allez, on va dire 200 nœuds, ça va, c'est rapide. Si vous en avez 3000, 4000, 5000, 1 million, vous n'allez pas pouvoir répondre à la question suffisamment vite, et votre interface, elle va laguer, parce que le temps que vous répondiez à la question « est-ce que cette souris est sur un nœud ?», et bah, il va se passer, je sais pas, 3-4 secondes de temps CPU avant que le programme finisse. Donc pour ça, on va utiliser une structure de données que je vais essayer d'expliquer très rapidement, mais je pourrais y revenir plus tard, qui s'appelle le quad tree, qui consiste en une division récursive de l'espace en 4. Donc vous coupez l'espace en 4 quadrants, et pour chaque nœud, vous dites ce nœud il est dans tel cadran, celui-là il est dans tel cadran, etc., etc. Et vous faites la récursion, comme ça. Vous recoupez un quadrant en 4, puis en 4, puis en 4, jusqu'à atteindre un certain seuil. Et pour répondre ensuite à la question existe-t-il un nœud sous ma souris, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre ces quadrants. Donc il y a autant d'étapes
que de niveau de récursion. Et vous allez arriver par exemple ici, et là il va vous dire il n'y a qu'un nœud à tester. Ici il y a 0 nœud à tester, là il y en a 0, etc. etc. Donc plutôt que de tester tous les nœuds, vous ne testez qu'un sous-ensemble de ces nœuds qui est potentiellement à l'endroit de votre souris. Donc plutôt que de faire n opérations correspondant à n nombre de nœuds, vous faites une opération fois le nombre de niveaux de profondeur, et ensuite petit n opérations correspondant au sous-ensemble de nœuds que vous aurez trouvé à cet endroit-là. Voilà, donc il y a plein d'exemples de ça dans la nature. Un autre que vous verrez peut-être, c'est tout ce qui est algorithme de trouver un chemin dans un réseau, comme Dijkstra, etc. Ou alors si vous voulez faire de la recherche full text dans un navigateur directement sans base de données, et vous aurez besoin d'implémenter ce genre de structure. Et voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, dans le client en JavaScript, il y a plein de cas d'usage qui peuvent bénéficier de l'implémentation d'une structure de données pour résoudre des algorithmes qui ne peuvent pas être résolus sans structure de données. Souvent sur Internet, vous allez voir que les gens vont amalgamer le concept d'algorithme et celui de data structure comme si c'était une seule et même chose. C'est pas complètement faux. Hop. Donc, on se retrouve dans une situation dans laquelle on a deux cas d'usage bien typiques pour implémenter des structures de données en JavaScript. Parce que c'est pratique et que c'est de l'abstraction typique, ou parce qu'il y a des problèmes qui nécessitent des algorithmes particuliers qui ne marcheraient pas sans l'implémentation de ces structures. La question c'est, en fait, quels sont les challenges sur lesquels on va tomber quand on essaye d'implémenter ce genre de choses. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que JavaScript c'est un langage interprété, c'est un langage haut niveau, et qu'il est très 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 loin de la machine et du métal. Donc ça veut dire que la couche entre ce que vous écrivez et la manière dont le code va être interprété par l'ordinateur, elle est assez énorme. Et donc il y a des problèmes qui se posent quand vous essayez d'optimiser le code pour vous assurer que ça aille le plus vite possible. Voilà, donc premier problème, vous êtes très loin du métal. Vous êtes très loin de la manière dont le C ou le binaire va lire ces informations. Ça veut dire que les opérations telles que vous les écrivez dans votre code, elles vont passer plein de transformations qui font que peut-être vous n'êtes pas capable d'identifier que changer ce bout de code-là, il va améliorer votre script ou pas. Deuxième problème, vous n'avez pas de contrôle sur la mémoire. Vous ne pouvez pas dire, s'il te plaît, JavaScript, alloue-moi 32 000 octets. Ou 32 000 entiers 32 bits. C'est pas possible, vous n'avez pas ce pouvoir en JavaScript. Vous n'avez pas de contrôle sur la garbage collection. En JavaScript, tous les n temps, il y a un algo qui va tourner, qui va essayer de trouver tous les endroits du code qui utilisait de la mémoire qui maintenant est inutile, et vont nettoyer cette mémoire en la rendant au navigateur. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Vous ne pouvez pas dire à JavaScript, s'il te plaît, arrête de garbage collecter, ou maintenant fais ta garbage collection. Pourquoi c'est un problème? Parce que si vous optimisez du code, vous allez voir que des fois, il y a des gros OK. En fait, le code se met à ralentir à mort pendant une seconde parce qu'il est en train en fait, de sortir les poubelles, quoi. Voilà. L'autre problème, c'est que vous avez en plus de ça un langage qui est interprété, mais pas complètement. Ça veut dire que vous avez la plupart des moteurs, comme Gecko sur Firefox ou V8 sur Chrome, qui vont prendre votre code, l'interpréter et le lancer en live, mais ils vont analyser des endroits du code qu'ils considèrent comme étant chauds, ça veut dire qu'ils tournent beaucoup, et là, ceux-là, ils vont les prendre et ils vont essayer de les compiler en assembleur directement pour que ça aille ultra vite. Donc il y a encore une couche de plus à franchir si vous voulez comprendre comment ça marche. Ça veut dire qu'en plus de comprendre le langage, le C, comment les ordinateurs fonctionnent, il faut comprendre comment le moteur que vous utilisez sur un navigateur donné fonctionne. Ça rajoute beaucoup de bordel. Voilà, donc tout ça veut dire qu'en fait, benchmarker du JavaScript, c'est vraiment pas facile. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont essayé ici de benchmarker des algos, etc. C'est vraiment difficile de dire si oui ou non votre algo il va plus vite avec telle implémentation ou telle autre. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas, voilà, qu'on peut pas être un peu intelligent là-dessus, et c'est pas parce que c'est difficile de benchmarker qu'il ne faut pas le faire et abandonner et se suicider parce qu'on ne peut rien faire et qu'on va tous crever. Donc on peut être un poil intelligent à ce propos, et je vais essayer de vous montrer quelques astuces que j'utilise assez souvent pour implémenter des structures de données et qui marchent à peu près dans tous les langages. Donc, première chose, il faut revenir à des cours un peu débiles d'algorithmie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la complexité algorithmique, les grands O, grand O de n en temps, en espace, etc. Ça a l'air chiant, mais en réalité c'est vital dès que vous vous mettez à implémenter ce genre de choses, parce que le nombre d'opérations que vous allez devoir exécuter pour résoudre un problème, il conditionne de fait la performance de vos algorithmes. Donc un exemple de ça, c'est une astuce vraiment qui n'a pas beaucoup de coûts, c'est minimiser les lookups. Les lookups, c'est par exemple, vous avez un objet en JavaScript avec des millions de clés, et vous posez la question à cet objet, s'il te plaît, donne-moi la valeur attachée à telle clé. Voilà, c'est pas compliqué, c'est juste ça.
Souvent, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord demander à l'objet, s'il te plaît, est-ce que tu as cette clé-là? Et si tu l'as, alors fais quelque chose et renvoie-la. C'est un pattern qui arrive assez souvent. Vous voulez savoir si, si une clé existe dans un objet avant de faire quelque chose si elle y est, ou de ne rien faire si elle n'y est pas. Là, par exemple, vous avez un exemple dans lequel vous avez un objet qui a des clés, et les valeurs de ces clés, ce sont des deux autres objets qui ont eux-mêmes leurs clés. Donc moi, ce que je veux, c'est récupérer en fait, la clé d'un des sous-objets. Donc il faut d'abord que je vérifie si le premier objet en question il existe. Donc la plupart du temps, on va implémenter ça comme ça. On vérifie que le premier objet a la clé. S'il n'a pas la clé, on s'arrête. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'objet et ensuite on va renvoyer l'objet. Là, ce qui se passe, si vous regardez bien, c'est que j'ai fait deux lookups. J'ai posé deux fois la même question à Node. Je lui ai dit, est-ce que tu veux la clé? Et donne-moi la clé. Ça fait deux opérations qui sont identiques. Alors que j'aurais pu écrire ça de la manière suivante. S'il te plaît, donne-moi la valeur. Et en JavaScript, il y a un truc super cool qui fait que s'il n'y a pas de valeur, on vous renvoie undefined. Et du coup, je vérifie ça et je renvoie ça. Là, je ne fais qu'un lookup. Alors vous êtes bien d'accord que si quelqu'un veut setter volontairement une valeur undefined, on est dans la merde. Mais ne faites pas ça. Voilà, donc les moteurs de JS sont vraiment très intelligents pour optimiser votre code, mais ils ne sont pas si intelligents que ça. Là, par exemple, vous avez un benchmark où j'ai essayé avec les deux lookups, la première fonction, 31 millisecondes, et la deuxième, 15 millisecondes. Donc c'est mathématique, hein. La deuxième version, elle prend 2 fois moins de temps. Peut-être qu'un jour, V8, il arrivera à optimiser ça. Moi, je ne pense pas, mais on verra bien. Donc l'approche en mode je code comme je veux, les moteurs sont ultra intelligents, ils vont faire de la magie et optimiser mon code, elle ne marche pas à ce niveau-là. Un autre type, c'est que les objets sont vraiment coûteux en JavaScript, donc créer un objet, ça a un coût. Voilà, donc si vous allouez des objets, ça va vous coûter quelque chose. Si vous recréez des regex en permanence, ça va vous coûter cher. Et recréer des fonctions, même créer des fonctions, ça a un coût. Là, vous avez plusieurs exemples, mais je vais avancer un peu. Par exemple, ici, vous allez créer une fonction dans une loop, dans un for each. Donc à chaque fois que vous itérez sur la première fonction, vous recréez une nouvelle fonction différente. Et ça ralentit à donf. Un autre truc qu'il faut éviter aussi, c'est de mixer les types. Évitez de mixer les types. Genre si vous avez un array qui contient des entiers, mettez que des entiers dedans. Vous ne mettez pas à mettre des chaînes de caractères ou des regex. Sinon, le moteur, sous le capot, il est incapable de dire « Ok, j'ai compris, ce ne sont que des entiers, donc je peux safely ou de manière sécure optimiser ça comme un array d'entiers. » Voilà, et donc un dernier type que moi j'aime beaucoup, mais je vais passer vite là-dessus parce que je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps, c'est ce que j'appelle le malloc du pauvre. Si vous avez fait un peu de C, il y a un truc qui s'appelle malloc, enfin il y a un calloc, etc. C'est un moyen pour le C de dire s'il te plaît, ordinateur, donne-moi de la mémoire. Et je vais faire des choses sur la mémoire. Donc ça peut être, s'il te plaît, donne-moi 32 millions d'entiers, 32 bits. Et ensuite je vais faire des choses dessus comme un array. Donc vous pouvez y accéder avec un index, etc. Ce qui est rigolo avec le JavaScript, c'est que vous avez des byte arrays. Et les byte arrays, par exemple comme uint, 8 array ou float 32 array, ce sont des arrays qui ont une taille fixe, qui sont typés. Donc c'est littéralement des mallocs. Et ils sont optimisés par V8 et Gecko comme des mallocs. Donc ça permet en fait de faire des choses qui sont extrêmement légères et qui permettent en fait au moteur de ne même pas avoir de choses optimisées tellement vous êtes déjà bas niveau. Et donc un truc qui est assez rigolo à faire avec ça, c'est de réimplémenter votre propre système de pointeurs. Si vous vous souvenez, s'il y a des gens qui ont fait du C ici avec les pointeurs, etc. En fait, on peut s'amuser à refaire des pointeurs. Par exemple, si vous avez une liste chaînée dans laquelle vous avez des choses qui sont liées, qui vont dire ça c'est le suivant, c'est l'item suivant, etc. Je vais passer très vite, mais vous pouvez par exemple vous servir d'un type array pour, avec les index et les pointeurs du type array, dire en fait le prochain élément dans la liste il est à tel endroit, etc. Et plutôt que d'avoir des objets, vous allez avoir des arrays qui ont une taille fixe, qui vont stocker des valeurs et des pointeurs. Donc c'est une manière de simuler les mallocs du C et de réimplémenter votre propre système de pointeurs. Si ça vous intéresse, j'ai un post de blog qui explique exactement comment ça se passe parce que j'ai conscience que c'est un peu rapide. Voilà. Et donc ça permet d'implémenter des choses comme un cache ARU, qui sont imaginez un objet en JavaScript, mais auquel vous allouez seulement une certaine taille. Vous lui dites, tu peux stocker des clés et des valeurs, par contre tu n'as pas le droit de dépasser 2000 clés, parce que vous êtes dans un système où vous avez peu de mémoire et vous devez vous assurer de ne garder que les clés qui vont être utilisées le plus souvent. Voilà, donc dans la fin des types, vous avez des choses aussi un peu triviales, du style
Ça n'a pas l'air, mais appeler une fonction, c'est cher. Donc si vous pouvez éviter d'appeler des fonctions, évitez d'appeler des fonctions. Voilà, la vie c'est moche, mais donc si jamais... C'est la fin. Donc si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous avez à implémenter de la récursion, parfois en JavaScript il sera plus rapide de faire votre propre stack et de l'implémenter vous-même et de refaire en fait ce que fait JavaScript en appelant les fonctions pour aller plus vite. Notamment parce que vous allez éviter les Stack Overflow et que vous allez permettre de faire des processus récursifs de manière beaucoup plus rapide. Vous aurez le contrôle sur la mémoire et le contrôle sur les appels de fonctions. Voilà. Donc pour finir, une question qui est posée souvent quand on fait des structures de données, c'est pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à optimiser le JavaScript alors qu'en fait maintenant on va avoir le WebAssembly ou ASMJS, etc. WebAssembly et tout, c'est super. ASMJS, c'est génial. Mais en fait, ce qui va vous coûter cher, c'est la communication entre le JavaScript et l'assembleur. Donc si par exemple vous avez une structure de données et que vous optimisez les méthodes, mais que cette méthode vous l'appelez 1 million de fois dans une boucle, en fait, le coût de faire l'appel JavaScript vers le WebAssembler 1 million de fois va être plus cher que de rester complètement en JavaScript. Donc, long story short, si jamais vous voulez optimiser votre code avec de l'assembleur, le but du jeu, c'est de tout faire côté assembleur ou rien, mais pas un espèce d'hybride entre les deux. Voilà, donc pour conclure ceci, optimiser JavaScript, c'est dur, c'est vraiment pas facile. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, et il faut le faire, et je vous encourage à tester, à benchmarker, à essayer votre propre solution, et à tester empiriquement, en testant ce qui va vraiment marcher et aller vite. Voilà. Sachez aussi que toutes ces astuces, elles sont à peu près applicables dans tous les langages de programmation, que ce soit Python, Ruby, etc. Tout ce qui est au niveau, en fait, ça fonctionne à peu près pareil, même s'il y a des choses qui ne marchent pas trop bien dans d'autres langages. Par exemple, utiliser des byteraries en JS pour faire des systèmes de pointeurs, c'est super. Faites ça en Python, vous allez défoncer vos perfs, parce que ça ne marche pas bien. Notamment parce que tout ce qui est bas niveau, vous avez le même problème que l'appel avec WebAssembly, vous allez faire des appels en boucle sur le code natif et ça va vous ralentir. Voilà, donc pour résumer tout ça, si jamais vous voulez être efficace dans votre code, il faut que votre code il soit statiquement interprétable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être ambigu, il ne doit pas être vraiment typé dynamiquement. Il faut que la machine elle puisse le lire sans avoir d'ambiguïté et être capable de juste dire « Ok, j'ai compris ce que tu veux faire et je vais l'optimiser de la manière la plus agressive possible. » Voilà, donc en gros, il faut éviter que le moteur ait des décisions un peu compliquées à faire. Et si vous faites ça, le moteur il va aller à donf. Donc si on réécrit ça, en gros, optimiser du JavaScript, ça veut dire quoi? Ça veut dire loucher un peu, hein, vous fermez vos yeux et vous prétendez que le JavaScript, il est 1, avec des types statiques, et 2, que le langage, en fait, c'est un langage ultra bas niveau comme le C. Et si vous faites ça, vous pouvez avoir de la perf. Voilà. Donc, voilà, moi je vous encourage à essayer ça et à donc utiliser d'un côté les structures de données, implémenter vos propres algorithmes, tester des choses, benchmarker, et j'espère que vous aurez de meilleures performances. Voilà, donc si vous voulez 2-3 références, je développe plusieurs librairies. Une qui s'appelle Mnemonist, qui implémente beaucoup d'algos de structures de données en JavaScript, si jamais vous avez besoin. Graphologie pour les graphes et SigmaJS si vous voulez un quad tree, par exemple. Voilà, donc je vous remercie. Il y a un micro pour les questions, s'il y a des questions, et c'est maintenant pour les questions. Ouais. Il y a un moment, tu as dit faire votre propre stack, ça change plus performant. Ouais. Tu peux expliquer les avantages Alors, pourquoi implémenter ta propre stack? Imagine, tu as un walk récursif dans un arbre, mais il est pas, tu descends pas d'un coup, tu descends dans plusieurs directions. En fait, tu fais par exemple un parcours en profondeur ou en largeur. Si tu fais un parcours en profondeur, typiquement, tu peux le faire avec de la récursion comme ça. Donc tu vas rappeler ta fonction récursivement, etc. Le problème, c'est qu'en fait, les appels de fonction, ils vont te ralentir. Dans certains cas, si tu as une stack qui n'est pas limitée, tu vas te taper le Stack Overflow. C'est un peu dommage. Et en fait, ça alloue beaucoup de mémoire, JavaScript alloue beaucoup de mémoire pour toi, utilise beaucoup de fonctions, et c'est moins rapide que réutiliser des trucs qu'on faisait par exemple en C pour faire des fonctions itératives. Donc tu vas réimplémenter ta stack, c'est juste un arrêt dans lequel tu mets le premier élément. Tu as une boucle sur laquelle tu vas dire tant qu'il y a des objets dans la stack, je vais popper la stack, et faire la même chose. Et tu vas append des choses dans la stack, etc. etc. C'est juste deux manières d'écrire le même code. Et donc normalement, si le monde était bien fait, les deux versions devraient être
aussi rapides l'une que l'autre. Le fait est que, empiriquement, celle-là, elle scale mieux, et celle-là, elle scale moins bien. Voilà. Du coup, question à Roger, est-ce que JavaScript fait de la taille recursion De la quoi? utilise la taille recursion? C'est-à-dire quand tu as la fonction qui est appelée à la fin, il y a des langages qui arrivent à voir que c'est appelé à la fin et que ça peut être transformé en boucle automatiquement. Est-ce que c'est optimisé par les moteurs? Depuis ES6, ils sont censés le faire parce que c'est dans le respect du langage. Donc ils optimisent la taille recursion. Le problème, c'est que, ça ne peut pas se polyfiler, tu ne peux pas créer un polyfile qui va gérer ça correctement. Donc il faut réécrire tes fonctions pour utiliser un système de trampoline, on peut en reparler après. Le truc, c'est que tu as quand même des algos qui ne peuvent pas bénéficier de ça. Genre un parcours en largeur, ça ne peut pas faire de la taille recursion, ça marche juste pas. C'est algorithmiquement impossible. Dans ce cas, il faut utiliser une queue, et c'est la merde, parce que la queue, c'est pas rapide. Des questions? J'ai juste une petite question concernant le fait que tu dises faut pas utiliser les fonctions, c'est ça? Alors, je dis pas faut pas utiliser les fonctions, attention. Les fonctions, c'est super, et franchement, il faut en utiliser. Je dis juste, si ton objectif, c'est de créer une structure de données ou d'implémenter un algorithme de la manière à ce que ça soit la plus rapide possible, alors il faut éviter les fonctions. Je dis pas, n'utilise pas de fonctions. S'il te plaît, utilise des fonctions. Les fonctions, c'est bien. Merci pour toi. Est-ce que tu as du coup déjà testé des langages de programmation fonctionnelle qui targetent le JavaScript à ton avis, genre de choses, parce que du coup ils proposent structure de données, ils ont déjà un export, par exemple, je crois qu'en XML et stationné, ça fait des horaires, etc., genre de choses. Ouais. Le problème, en fait, c'est que donc, la plupart des langages fonctionnels, c'est pas le cas de tous, mais la plupart, et notamment tout ce qui est XML, ClojureScript, même Helm, normalement, implémentent des structures de données, mais qui sont différentes de celles qu'on utilise dans un langage impératif comme le JavaScript. Pourquoi? C'est parce qu'ils utilisent des structures de données qui sont immutables. Il faut les implémenter différemment sous le capot. Pourquoi? Parce que si vous faites, si tu implémentes des structures de données immutables avec les pieds, tes performances vont vraiment être atroces. Et une des raisons pour laquelle, par exemple, les langages de programmation fonctionnelle ont mis tant de temps à arriver sur le marché, entre guillemets, c'est qu'on n'avait pas les moyens scientifiques en informatique de comprendre comment coder ces structures de données efficacement, immutablement. En fait, sous le capot, elles repartagent de la mémoire, elles retissent des liens et elles vont garder un maximum de la mémoire qui a déjà été créée avant pour ne pas la copier et la réinstancier. Oui, c'est une immutabilité statique, mais pas runtime. Ouais, c'est au runtime, malheureusement. C'est un problème, c'est au runtime. Pas toutes. Helm, je crois qu'il commence à faire des choses différemment, mais il y a une autre approche qui consiste à coder ton code comme s'il était immutable et ensuite compiler vers l'impératif. Mais ce n'est pas le cas en ClojureScript, par exemple. Du tout. En fait, ClojureScript, il va transférer tes implémentations en Clojure des structures de données immutables et va les transpiler pour le navigateur. Donc en fait, littéralement, il fait la même chose que toi si tu utilises la lib immutable.js. Qui sont vraiment immutables, mais qui du coup ont un coût de performance qui n'est pas énorme parce que c'est quand même bien foutu, quoi. Le problème d'immutable, c'est que quand tu passes du JavaScript à immutable et vice-versa, ça arrive souvent. Mais même quand tu passes pas de immutable à tout, parce qu'en fait, en réalité, par exemple, ton dictionnaire JavaScript, c'est une hashmap sous le capot. Elle est utilisée comme une hashmap, donc ton temps d'accès est constant et ne dépend pas de la taille des données. En ClojureScript ou en immutable.js, la structure de données immutable sous le capot qui va te permettre de faire la même chose, à savoir est-ce que cette clé existe, quelle est sa valeur, elle a une complexité qui est de l'ordre de logarithme 32 de n. Donc ça s'approche vraiment beaucoup du temps constant, mais pas vraiment non plus. Ça, plus il y a beaucoup d'appels de fonctions, c'est pas optimisé nativement, c'est pas le moteur qui les fait tourner. Donc il y a quand même un coût. Il est négligeable pour du code applicatif, mais il n'est pas négligeable, par exemple, si tu veux faire un algorithme qui doit tourner le plus rapidement possible. Et je suis heureux d'entendre et un peu triste, parce que ça arrive de mal. Mais... D'autres questions? Merci. Pour le quadri, en fait, chaque fois que tu vas ajouter un point, tu vas faire le split, en fait. C'est juste pour être sûr d'avoir bien compris. Alors, le quadri, c'est une structure de données qui n'est pas très intelligente, donc elle ne va pas faire ça, mais
c'est pas la meilleure structure de données pour faire ça. Mais si tu rajoutes un point, tu l'ajoutes. En fait, si tu regardes bien, ton quadrillage il est statique. Tous les carrés ont la même taille, donc la profondeur elle est stable. C'est assez simple. Donc si tu veux rajouter un point, tu vas juste descendre dans le quad jusqu'à arriver à un point le plus bas et mettre ton nœud dans ce point le plus bas. D'accord. Donc, insérer ton nœud, ça a une complexité qui dépend de la profondeur de ton arbre, seulement, et pas de la taille des données. D'accord, merci. Et les slides, on va pouvoir les retrouver après la conférence? Les slides, elles sont intégralement sur Internet. Elles sont à cette URL là. Si tu arrives à la lire. Voilà. Mais oui, elles sont sur Internet en tout cas. Mais je pense qu'elles seront sur le site ou un truc comme ça. Ok, merci. Voilà. La question, c'est un peu rapide. Les classes, c'est pas une structure de données? Les classes, c'est pas une structure de données. C'est un débat qui est plus philosophique que technique, mais non, mais oui. Si on reprend mon exemple du début, qui est plus pour vous vendre des structures de données qu'autre chose, si on reprend ces exemples-là, par exemple, ouais, là je te dirais que la différence entre une structure de données et une classe, elle est assez ténue. La différence que je mettrais, elle est vraiment conceptuelle, c'est en général les structures de données, leur but c'est d'organiser la mémoire et de stocker les informations de manière efficace pour répondre à un problème donné. Alors que tu pourrais très bien avoir une classe dont le but est par exemple d'appeler des URL sur Internet. Cette classe-là, son but c'est pas vraiment de stocker des données, tu vois, c'est un peu ténu. Ok. Je pense que c'est bon. Après, bon, il y a toujours la suite qu'on peut faire pour poser des questions, faire les débats, ça aussi. Ah, merci beaucoup. Merci.